Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire du pôle innovation du groupe Randstad sur la thématique collaborer à distance. C'est avec grand plaisir qu'on aborde ce sujet après bientôt plus d'un an à travailler à distance, à avoir eu notre mode de travail qui est extrêmement modifié par la Covid, par les nouveaux outils digitaux, etc. On a décidé d'aborder cette thématique et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mathieu Sabourin pour discuter ce sujet. Pour rappel, le groupe Randstad a ce pôle innovation. Donc, le pôle innovation a pour objectif d'accompagner la transformation digitale, culturelle et organisationnelle de toutes les entités Randstad. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'attelle à cette thématique qui nous est chère et qui est pas mal remontée aussi bien en interne qu'en externe. Alors, Mathieu, je suis très content de te recevoir pour discuter de ce sujet. Est-ce que tu peux nous parler de toi? Merci beaucoup pour m'inviter. Déjà, merci Randstad, merci Yanis. En quelques mots, moi, mon job, c'est de faciliter les échanges, les moments à distance, de les rendre plus efficaces et aussi plus humains. J'ai fait beaucoup de design thinking. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle CLAP, qui a formé pas mal de gens en France au sujet. Et quand la pandémie est arrivée, comme tout le monde, il a fallu qu'on se réadapte. Qu'on repense nos pratiques, comment on faisait pour faciliter cette intelligence collective qui nous était si chère, ce lien humain. J'ai eu la chance dans mon passé de travailler pour des grandes boîtes tech comme Nokia. Et c'est ma deuxième passion dans la vie, c'est la technologie. Et j'ai trop entendu de gens me dire je suis Zoom fatigué, j'en peux plus, la distance. C'est clair, on les a entendus. Ça, on est tous d'accord. Et pour moi, c'est un non-sens parce que les outils technologiques devraient être au service de l'humain et pas l'inverse. Donc, depuis la pandémie, c'est mon job, c'est vraiment d'aider les gens à utiliser ces outils pour faire en sorte que les temps collectifs qu'on va passer, ils soient de meilleure qualité, ils soient plus humains et encore plus efficaces qu'auparavant. Top. Alors justement, tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur le sujet, à nous les poster en commentaire et bien évidemment, on tentera d'y répondre. Et d'ailleurs, pour commencer, sans plus tarder, on va effectivement évoquer cette notion, comme tu le disais, d'humain, d'intelligence collective, de collaboration. Qu'est-ce qui, pour vous, du coup, derrière votre écran, signifie ce terme d'intelligence collective? Comment ça résonne chez vous et comment aujourd'hui, peut-être, ça se met en application dans votre quotidien professionnel? Et justement, je te retourne aussi la question, Mathieu, qu'est-ce que pour toi l'intelligence collective et comment tu la mets en pratique dans ce nouveau contexte? Ouais, c'est une vraie question parce que c'est un mot qui est un peu galvaudé, comme la bienveillance, comme plein de choses qui sont à la mode. Et ça m'intéresse d'avoir le feedback, votre feedback. C'est quoi votre définition? Donc, si vous avez la possibilité de l'exprimer dans le chat, je suis super curieux. Et je gagne un peu de temps pour éviter de donner mon point de vue, mais l'idée, c'est l'intelligence collective, c'est comment 1 plus 1, c'est supérieur à 2. Comment, quand on se réunit en groupe, on arrive à avoir un produit qui soit de meilleure valeur, de plus grande valeur que si on était tout seul. Et j'aime bien l'idée du concept de unknown unknowns, qui est de dire, il y a des choses que je sais, il y a des choses que je ne sais pas, dont j'ai conscience de ne pas savoir, et puis il y a tout ce que je n'ai pas conscience de ne pas avoir conscience. Et ça, c'est intéressant d'avoir un groupe et d'avoir de l'intelligence collective parce que ton idée plus mon idée va amener à une idée supérieure et va éliminer ces zones grises. Et ça, c'est super puissant. Et justement, quand on regarde effectivement cette intelligence collective passe aussi beaucoup par de l'informel, par des discussions qu'on peut entendre en réunion, ce genre de choses. Aujourd'hui avec le digital, avec le distanciel, c'est beaucoup plus difficile d'avoir tous ces signaux faibles, entre guillemets. Euh, donc, qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué aujourd'hui de pouvoir passer au-delà et de, de pouvoir en fait mettre en place cette intelligence collective par le digital? Parce que moi, ce que j'ai souvent entendu, c'est OK, on est à distance, ce genre de choses, mais pour moi, c'est plus pareil. Pour moi, j'arrive plus à travailler pareil avec mes équipes. OK, on se voit à travers un écran, mais c'est difficile. Du coup, comment cette intelligence collective peut se remettre en place? Ok, je pense que les principaux points de douleur que mes clients rencontrent par rapport au distanciel, c'est le fait qu'on perd euh, en termes d'information. Effectivement, je vois plus la communication non verbale à travers un petit écran. C'est plus difficile d'avoir ces moments informels d'échange.
Mais je crois que le point de douleur le plus important, c'est le rapport au digital des gens, qui est très inégal. Moi, ma maman, elle m'appelle une semaine sur deux pour que je puisse lui réinstaller son imprimante, par exemple. Et à côté de ça, je vois des étudiants à qui je donne des cours de digital être super à l'aise et pour qui c'est super fluide. Donc, quand vous avez ces deux communautés au sein d'un collectif qui doivent exprimer, partager des idées, comment vous faites pour les mettre sur un pied d'équité et pas d'égalité? Donc, le premier enjeu, c'est vraiment l'accessibilité au digital et d'arriver à faire en sorte que tout le monde se sente légitime à pouvoir exprimer et partager ses idées. Et donc, du coup, pour activer l'intelligence collective, en distanciel. Je ne pense pas qu'on puisse avoir le même niveau et la même qualité que ce qu'on pourrait avoir en présentiel, mais on a des moyens de l'activer qui sont différents et qui sont assez intéressants aussi. Par exemple, on peut aller chercher des gens qui ont peut-être une personnalité plus introvertie ou qui se sentent moins légitimes à exprimer leur point de vue. Et le distanciel permet d'amener un confort pour ces gens-là qui fait qu'on a plus de diversité de points de vue. Et ça, c'est un levier qui est super intéressant pour l'intelligence collective. Effectivement, c'est ce que j'ai pas mal remarqué nous pendant nos réunions, les animations qu'on pouvait faire à distance et qu'il y a eu un switch en fait dans l'expression des idées et de la participation. C'est vrai que le côté un peu anonymat, imaginons qu'on soit sur un tableau blanc, klaxoon, mural ou autre, il y a ce côté de mon idée qui est déposée, il n'y a pas mon nom dessus. Donc il ne peut pas y avoir ce côté de ah mince, peut-être que je me mouille en disant quelque chose, ou peut-être que l'idée ne va pas plaire. Et donc j'ai beaucoup moins ce frein à échanger, à partager des idées. Et effectivement, il y a aussi ce côté de je suis pas obligé d'être vu, je peux couper ma caméra, je suis pas obligé d'être entendu, mais je peux tout de même écouter les autres, ce qui apporte pour certains un confort dans les réunions. Ok, est-ce qu'il y a d'autres freins aujourd'hui, tu penses effectivement, Oui. tu disais ce côté déjà, premièrement, de différence d'adaptation ou d'appropriation du digital. Au-delà de ça, effectivement, il y a des choses qu'on me remonte beaucoup, c'est les questions d'engagement et de dynamique de groupe. Comment je fais pour être sûr que les gens participent, etc. Même si j'ai bien préparé le terrain, tout le monde ne va pas forcément vouloir allumer sa caméra ou va pas pouvoir forcément allumer sa caméra. C'est pas une obligation d'allumer forcément sa caméra. Le sujet, c'est si on prend ce webinaire, là, les gens sont en train de le consommer, donc c'est plutôt cool, ils peuvent le faire en même temps que leur pause déjeuner. Mais si vous êtes dans un atelier collaboratif d'intelligence collective, et que vous avez des participants, s'ils s'appellent participants, c'est qu'ils participent. Donc, ils doivent avoir un rôle. Donc, il faut aussi repenser au rapport au contrôle qu'on a et à l'engagement et à l'attente et aux responsabilités qu'on donne aux gens qu'on fait venir. Et ça, c'est vraiment une question, un switch qu'il y a à faire. J'ai juste une toute petite anecdote. J'ai quelqu'un qui fait dans mes clients, qui fait des études conso. Donc, il met des consommateurs dans une salle pour leur montrer un produit A, produit B et essayer de récupérer un petit peu leur point de vue. Et au début, cette personne était totalement perdue parce que elle avait vraiment besoin de contrôler les réactions des gens, de voir comment ça se passait, et elle pouvait pas leur donner d'autonomie ou la liberté de pouvoir eux-mêmes exprimer ou incarner leur idée ou prendre la parole. Donc il a vraiment fallu qu'elle change complètement sa pratique pour intégrer les gens comme participants à quelque chose de collaboratif, de commun. Ouais. Et ça d'ailleurs, on le verra juste après, mais effectivement, il y a des outils, il y a des méthodes qui permettent de pallier à tout ça. Donc effectivement, on se rend compte que c'est pas si simple, donc pas si simple au final de faire ce switch. Et dans ce cas-là, la question que j'ai envie de poser, qui est un peu gratte-poil, c'est est-ce qu'il faut à tout prix collaborer? Est-ce que la collaboration, dans ce cas-là, avec le distanciel et le prérequis ultime, est-ce qu'il faut collaborer sur tous les sujets? Est-ce que, voilà, parce qu'on entend partout, comme tu le disais tout à l'heure, ce côté d'intelligence collective, de collaboration, qui est pas mal galvaudé, il y a un peu cette injonction à la collaboration. Ouais. Est-ce que c'est aujourd'hui, du coup, indispensable? Vous devez collaborer. C'est non, ça, je crois pas. Le modèle ayatollah de la collaboration. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi collaborer? Et comme ce que je disais, si vous faites venir des participants, il faut qu'ils participent. La question de la collaboration, elle n'est pas forcément nécessaire à tous les endroits. C'est un peu le dernier stade, le troisième stade, le plus avancé en termes d'activer l'intelligence collective. Mais avant ça, je voudrais parler de deux, trois notions. Il y a le fait de coordonner, de coopérer
et de collaborer. La coordination, c'est un peu ce que tu fais toi dans ton rôle de chef de projet. Tu as des ressources, des compétences, des personnes pour un objectif qui est défini à atteindre et où il faut piloter. Ça, c'est entendu, c'est assez simple. On sait ce qu'il y a en entrée, on sait ce qu'il y a en sortie. La coopération, c'est chacun a son précaré. On ne partage pas forcément les mêmes objectifs, mais de temps en temps, on a besoin de faire des choses ensemble pour atteindre ces objectifs qui sont complémentaires. Et puis, le dernier stade vraiment, c'est quand on a un niveau de complexité qui est très important, là, on va avoir besoin de faire en sorte que le groupe s'autonomise sur l'appropriation du processus, de la méthodologie et la responsabilité dans laquelle il va s'engager pour produire le résultat. Et ça, c'est vraiment, je dirais, les 3 degrés de comment je gère l'intelligence collective, comment je fais pour que 1 plus 1 est supérieur à 2 en fonction des contextes, en fonction du degré de complexité par rapport à ce qui est attendu de produire. Et justement, en parlant de ça, et quel 2 et donc de l'intelligence collective, on a reçu quelques définitions de nos participants. Donc la première, qui est voilà, l'intelligence collective repose selon moi sur les 5 fibres émotionnelles que sont le feeling, les valeurs, la connivence, l'entente et la complémentarité. Capitaliser sur les connaissances de chacun pour aller plus vite et plus loin. Et puis associer des compétences pour une meilleure efficacité. Et effectivement, quand on dit ça, j'ai l'impression que c'est un peu un sum-up de tout ce que tu as pu dire. Et je pense que c'est complètement ça, l'intelligence collective. C'est aussi bien ce côté de partager les mêmes valeurs, avoir ce feeling et être emporté dans ce flow, parce que tu penses qu'il y a une sorte de flow aussi quand on collabore dans un atelier ou dans une réunion. Et puis aussi s'apporter chacun des connaissances. Je pense qu'on vient tous avec notre capital de connaissances. Et l'objectif, c'est d'être dans une complémentarité. Est-ce que justement, je rebondis sur un stade, vous avez des KPI ou des métriques qui vous permettent de mesurer ça? Comment vous faites pour le… Alors justement, c'est intéressant parce que quand tu parlais tout à l'heure des stades, tu sais qu'il y avait 3 stades, un peu de collaboration. Nous, dans certains ateliers, on utilise un outil dans lequel on va avoir les 5 stades de la collaboration qui sort d'une étude. Je pourrais vous remettre le nom ensuite après le webinaire. Et en fait, qui identifie comment une équipe, donc là ça tourne autour de l'équipe, comment une équipe progresse dans sa collaboration et la manière dont elle va collaborer et développer son intelligence collective. Donc on a un premier step, la première étape qui est, voilà, l'équipe est vraiment toute nouvelle, c'est vraiment les néophytes de la collaboration, ils sont pas encore dans le partage, ils se connaissent pas forcément les uns les autres, il y a beaucoup cette côté de connaissance aussi des autres, jusqu'à la dernière étape où là vraiment c'est une équipe complètement constituée qui collabore sur tous les sujets. Limite en fait, on a la capacité de prévoir ce que l'autre a en tête ou ce que l'autre peut penser sur tel ou tel sujet. Et donc ça, c'est un outil qu'on utilise pas mal dans des sortes de team building, ou en tout cas dans des CODIR ou des COREG qu'on a pu faire pas mal en début d'année lorsque des équipes se sont constituées, c'est-à-dire évaluer à quel stade ils sont actuellement. Donc généralement, ça se situe autour de 1-2 et définir ensemble à quel stade ils souhaitent aboutir dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Et généralement, ça tourne autour du 4-5. Et en fait, on vient définir ensemble, donc ils définissent eux-mêmes leur KPI pour te répondre sur comment on va mettre en place cette collaboration, comment on va pouvoir atteindre le niveau 4 ou le niveau 5 de collaboration. Et donc en fait, c'est encore plus engageant, c'est-à-dire que tu définis toi-même tes propres KPI. Donc au final, tu sais sur quoi te lancer, sur quoi aller. Et c'est pas un KPI qui va être prédéfini par X ou Y, mais qui ne te concerne pas du tout et qui est complètement à côté de ce que ton collectif pourrait être apte à mettre en place. Ouais, c'est super cool. Donc il y a ça. Et puis après, nous, en tant qu'équipe Pôle Innovation, c'est-à-dire dans notre facilitation et dans notre animation d'atelier, parce qu'on n'a pas toujours des équipes qui sont constituées entre elles, ça peut être effectivement des chefs de projet indépendants qui se rassemblent. Ça va jouer autour en fait des outils qu'on va mettre en place pendant l'atelier, mais que tu présenteras juste après, mais sur qu'est-ce qu'on a mis comme cadre au début, qu'est-ce qu'on attend de cette réunion à la fin et qu'est-ce qui s'est passé. De structurer. Exactement. Ouais. Top. Excellent. Donc voilà un peu comment nous ça se passe en termes de collaboration. Alors après, je pense qu'il y a peut-être ce côté, on le disait tout à l'heure, de ce qu'il faut à tout prix collaborer. Tu parlais de la coopération, de la collaboration. Je sais que nous, un outil qu'on a pas mal utilisé pendant cette période un peu, on était en full distanciel, c'est le fait de travailler en asynchrone. C'est-à-dire que ça nécessite des temps collaboratifs, mais on sait reconnaître les temps où il faut pouvoir travailler de manière individuelle ou de manière coopérative, hein, c'est-à-dire qu'on va se donner chacun une tâche à remplir pour une date butoir, et une fois la date butoir atteinte, le jour J, en fait, on va venir réfléchir ensemble, travailler ensemble sur ce qui a pu être déposé en amont.
C'est-à-dire que tu as un peu ce côté de tu fais tes devoirs, tu vois. Ouais. Et le jour J, là, le collaboratif se met en route pour faire un peu l'état de la situation. Ça évite la réunionnite. Complètement. Complètement. C'est vrai que la réunionnite, c'est un peu la maladie, Un truc un peu. la maladie de la décennie, ou peut-être même avant, hein, mais ce côté de voilà, réunionnite, c'est-à-dire faire beaucoup de réunions, d'avoir plus le temps de travailler sur limite ce qu'il y a à côté à faire, hein, et passer son temps en réunion. Et c'est aussi pour ça que le collaboratif aide et que l'asynchrone aide. Je sais qu'au début, alors peut-être que tu peux nous dire comment ça se passait toi au début du confinement, en tout cas de cette changement de période. Est-ce que tu t'es senti pris dans une sorte de réunion? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vers toi parce qu'ils étaient pris par trop de réunions, par trop de... Moi, j'ai entendu des gens me dire, je fais 8 heures de réunion sur Zoom, je suis épuisé. Mais ne faites pas ça, s'il vous plaît, arrêtez, vous vous maltraitez. Plus sérieusement, je reviens sur ce que je disais, si j'ai besoin d'un temps collaboratif, c'est qu'il y a un objectif que je ne peux pas réaliser tout seul. Donc, tant que je n'ai pas besoin de ça, je ne vais pas solliciter mes équipes ou les gens avec qui je travaille pour consommer leur temps. Mon temps, je ne sais pas pour toi, mais il est devenu extrêmement précieux en termes de productivité. J'ai l'impression que tous, on a fait un bond énorme par rapport à ça. C'est-à-dire que le moment où je viens collaborer sur un Zoom, sur un mural, sur n'importe quel outil, où je vais voir des gens humains avec qui je vais partager un moment, ça doit être un moment qui doit être sacré, qui doit être vraiment chouette et dans lequel on est heureux de se retrouver parce qu'on va faire un truc trop cool ensemble. Et je traite vraiment ça comme des moments sacrés. Et je pense que les moments où on va vraiment se retrouver, qu'on aura un peu passé la pandémie, que j'espère qu'on sera dans un meilleur futur, les moments où on va pouvoir se retrouver en tant qu'humain, il va falloir qu'ils soient beaucoup plus sacrés, qu'ils soient beaucoup plus précieux et qu'on en prenne beaucoup plus soin. Et aujourd'hui, du coup, quel conseil tu pourrais donner justement pour faire en sorte que ces moments-là soient plus sacrés, comme tu le dis? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent accompagner ça? Est-ce qu'il y a des moyens même pour se responsabiliser soi-même sur le sujet? Alors, ouais, alors on va parler, je pense, du rôle du facilitateur, mais juste en préambule, c'est quelque chose aussi que je vois beaucoup remonter, la question de l'informel, du lien humain, recréer du lien humain, j'entends beaucoup parler de ça. Je vois même des gens qui perdent de la motivation, de l'engagement, qui perdent du sens, qui sont vraiment déprimés par rapport au fait d'être à distance. On est des animaux sociaux, on a besoin de ce contact humain. C'est de garder ça à l'intérieur de ces temps collectifs. Quand vous faites une réunion sur Zoom, pour moi, c'est obligatoire qu'il y ait un temps informel. C'est obligatoire. On ne peut pas rentrer direct, boum, dans de l'opérationnel. En anglais, on pourrait parler de small talk, mais ça va bien plus loin que ça. C'est vraiment prendre le temps d'être humain, de créer cette connexion, de se mettre en mouvement, parce que au moment où on arrive tous à une réunion Zoom, par exemple, on n'est pas encore synchronisé. On a besoin de se connecter les uns aux autres. Donc il y a un moment impondérable dans lequel on doit faire une activité. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'icebreaker, c'est vraiment ce principe-là. Il y a une image qu'on m'a donnée il n'y a pas longtemps qui est l'idée d'un orchestre symphonique qui se met au diapason avant de pouvoir jouer une symphonie. Et j'aime beaucoup cette image parce que c'est vraiment cette idée de chacun a sa partition, chacun a son expertise, chacun vient avec sa valeur ajoutée et va la mettre au service du groupe. Et on a besoin d'un moment incompressible pour s'accorder les uns aux autres. Ouais, je te rejoins complètement sur ça parce que nous on l'a senti dans nos réunions, dans nos ateliers. Effectivement, quand tu compares un atelier qui commence sans icebreaker, sans brise-glace, sans temps informel, derrière, c'est beaucoup plus dur pour mettre les gens dans la réflexion. Tu vois, juste les intégrer dans le fait de on est en collectif, on est en dynamique, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas eu ce brise-glace, parce que tu apparais derrière un écran, bam, tu pop-up et en fait, tu peux pas être plongé directement dans un sujet sans avoir préalablement effectivement été intégré dans le collectif. Et nous, on a bien vu la différence entre les deux. Effectivement, ça se ressent complètement. Et justement, tu parlais juste avant de facilitateurs d'intelligence collective. Je sais que nous, on a des personnes dans l'entreprise qui viennent nous voir pour l'innovation, pour les accompagner sur ces démarches de réunion, d'animation d'atelier, parce que justement, elles n'ont pas ces éléments-là, de l'icebreaker avant la réunion, de ce temps informel, etc. Et toi, comment en fait ce rôle il se met en place? Le facilitateur de l'intelligence collective, qu'est-ce qu'il apporte et
et quel est son rôle, quelle est sa mission? Mais déjà, je pense que c'est important de faire de la pédagogie et je pense que c'est votre rôle au pôle innovation. Et je salue toute l'équipe qu'il y a autour parce qu'ils sont super nombreux et Ouais. ils ont tous été super top pour préparer ce moment. Une équipe de folie qui est géniale. Carrément. La pédagogie, c'est de dire facilitateur, c'est un vrai job. Facilitateur, c'est un métier qui est de se mettre au service d'un groupe pour le mettre dans les meilleures conditions pour que le groupe produise. C'est vraiment d'aider un groupe, un collectif à s'approprier le processus pour atteindre un objectif commun. Et ça passe par des méthodologies, ça passe par des techniques, ça passe par de l'expérience. Il faut pratiquer parce que c'est une science qui a trait à l'humain et que l'humain, c'est une matière, on le sait, qui n'est pas database, qui n'est pas scientifique, donc il y a besoin de pratiquer ça. Complètement. Et justement, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis, sur le côté de l'humain. Voilà, c'est pas quelque chose de forcément prévisible. Il peut y avoir des moments où on a du mal à le cerner, il y a du flou. C'est ça qui est bien aussi. Et c'est ce qui est cool, en effet. Vive la sérendipité, quoi. C'est clair. Et il y a une question en fait qui remonte des commentaires qui est en fait, le problème avec la distance, c'est qu'en fait il y a des incompréhensions qui peuvent s'installer. Ouais. C'est-à-dire que c'est aussi ce côté-là de l'humain, forcément. Ouais. Comment on peut y remédier à ces incompréhensions? Est-ce que c'est le rôle du facilitateur et comment il peut remédier à ça? Le rôle du facilitateur, il a d'un côté, il a posture haute, posture basse. C'est-à-dire posture haute, il a son expertise, son rôle sur je vais gérer la parole, je vais organiser ça, je vais vous aider à être dans les meilleures dispositions. Et posture basse, c'est vraiment d'être au service du groupe, que ce soit le groupe qui soit le centre de l'attention et qui soit le producteur du résultat, de l'objectif qui est attendu. Donc le facilitateur, lui, son job, c'est vraiment de répartir la parole, de structurer, de cadrer le groupe, de ramener des fois, en fonction des différentes personnalités, de la symbiose au sein des échanges du groupe. C'est vraiment lui, son mandat, c'est vraiment ça. Et c'est un truc que je vois beaucoup chez les facilitateurs débutants qui n'ont pas cette légitimité forcément dans le contexte dans lequel ils démarrent leur job et qui ont besoin d'expliquer et de vraiment argumenter sur pourquoi une heure avec moi, ça va être une heure pour le groupe qui va être beaucoup plus efficace, on va poser les bonnes décisions, on va poser les bonnes questions, et on va vraiment produire quelque chose qui sera sans commune mesure en termes de qualité par rapport à des gens juste qui essayent de ne pas s'entretuer parce qu'ils sont épuisés physiquement, mentalement, d'avoir fait 8 heures de Zoom. Quoi. C'est clair. Et justement, je rebondis sur ça, mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé dans la facilitation, au début, c'était assez compliqué. Rien que le côté prendre sa place. Souvent, en plus, c'est un métier qui est assez nouveau, qui n'est pas forcément connu de tous. Le côté d'avoir cette légitimité. Moi, en plus, j'étais un peu le petit jeune, tu vois, qui arrive, qui débarque, qui essaie de dire aux autres, on va faire comme ça. Donc, c'est pas forcément simple. Est-ce que voilà, aujourd'hui, il y a un moyen de se donner cette légitimité en début d'atelier? Est-ce que toi, comment tu te donnes cette légitimité à dire, écoutez, je suis facilitateur, voilà ce que je vais faire, est-ce qu'on t'écoute? Ça suffit, c'est moi qui dis. Tu tapes sur la table bien sûr que non. Non. L'idée, c'est vraiment d'expliquer ton rôle, d'expliquer pourquoi tu es là, et après de faire confiance aux gens. Je crois qu'il y a une vraie question sur le lâcher prise aussi en termes de contrôle, et sur le fait d'éviter les rapports d'autorité. On a eu un débat avec une facilitatrice experte qui est Martine Compagnon, que j'aime beaucoup, qui était de dire sur les phases d'icebreaker, est-ce que vous dites aux gens, allez maintenant on va faire un petit jeu, vous faites ci, vous faites ça, et puis on peut des fois voir des choses un peu bizarres, ou je suis sûr qu'on a tous souffert d'un truc assez on a tous des petits traumatismes désagréables, ouais, des petits traumatismes de faites des cris d'animaux, etc. devant votre comex. Compliqué. L'idée, c'est de se mettre au même niveau et de se dire, OK, on va le faire ensemble. Et c'est pas parce que je suis facilitateur que ça veut dire que je suis le donneur d'ordre ou celui qui compte les points, etc. Mais vraiment de s'inclure au niveau du groupe et d'éviter les rapports d'autorité. C'est pas le sujet, c'est vraiment de mettre les gens dans les meilleures dispositions pour qu'ils se sentent le plus confortable, qu'il y ait cet effet de, en anglais on dit psychological safety net, le fait de se dire, peu importe ce que je vais dire, je ne freine pas mes propositions par peur d'être jugé par le reste du groupe.
Et ça, c'est une liberté qui te donne une puissance au niveau du groupe et au niveau des individus qui est trop cool. Parce que même si tu dis des choses qui tu as l'impression de te tromper, peut-être que ça va faire rebondir quelqu'un dans le groupe et que ça va amener quelque chose de différent et d'amener de la valeur à travers ça. Et justement, en fait, ce côté de liberté que tu évoques, qui est hyper important et qui permet effectivement d'avoir un cadre sain pour échanger, pour discuter. Aujourd'hui, cette compétence de facilitation d'intelligence collective, elle est pas mal prônée comme étant une compétence du 21e siècle qu'il faut forcément acquérir et qui devrait bientôt être, ou qui devrait même déjà être intrinsèque au manager de demain, tu vois, celui d'aujourd'hui. Le manager augmenté. Il faudrait que le manager aujourd'hui ait cette compétence-là. Du coup, qu'est-ce que tu en penses déjà de ça? Est-ce que c'est aller trop loin? Est-ce que c'est vraiment le rôle du manager? Et ensuite, du coup, on peut peut-être entrer dans le sujet du management à distance, parce qu'effectivement, c'est un peu la problématique du distanciel, c'est-à-dire que autant la collaboration, c'est important quand on est au même niveau, chef de projet, qu'on bosse sur un projet en commun, etc. Autant quand il y a le biais hiérarchique, ça devient tout de suite plus compliqué. Ouais. Alors, je me sens pas à la légitimité de quoi que ce soit. Hein. Alors, on prend avec des pincettes le rôle du manager du 21e siècle, etc. J'y vais vraiment tout doucement. Le rôle du manager, pour moi, il y a trois steps. Et ces trois steps, ces trois grandes fonctions, il faut vraiment se questionner sur qu'est-ce qu'on veut y mettre à distance. Il y a le fait d'être un connecteur, un transmetteur d'informations au niveau de la hiérarchie, de descendre de la stratégie, de diffuser de l'information, etc. Ça, c'est le rôle de départ. Le second rôle, c'est le fait de faire du coaching, du mentorat, d'aider les gens que tu as sous ta responsabilité à grandir, à s'améliorer, à développer leurs compétences, et puis le fait de faciliter les échanges, que ce soit au niveau de ton équipe ou avec les autres équipes à côté. Et je pense que le rôle du manager à distance, il doit évoluer dans ce sens de permettre aux gens de beaucoup plus s'entraider, de beaucoup plus créer ces moments de connexion entre les gens. Parce que ça fait quoi la distance en soi? La distance, ça augmente, ça diminue la diffusion de l'information. C'est plus difficile. On a moins de moments informels, donc on sait moins la machine à café, qui fait quoi sur des choses qui ne sont pas purement dans notre équipe opérationnelle. Donc, moins d'informations égale plus de complexité, égale plus de difficulté à prendre des décisions, à être efficace, à être productif. Donc, pour moi, le rôle du manager à distance, il doit être beaucoup plus de prendre soin, de créer des moments, de créer des rituels, d'accompagner les équipes sur le fait de pouvoir s'entraider, de pouvoir communiquer les uns avec les autres. Alors, ça c'est vraiment très personnel, mais c'est la question du rapport au contrôle qui est derrière ça. C'est-à-dire, plus tu vas vouloir fliquer, contrôler, gérer, mais j'ai entendu des histoires horribles, j'ai entendu des gens me dire qu'ils pointaient sur une pointeuse digitale sur leur ordinateur. C'est ouf. Le truc, c'est si tu donnes de l'autonomie aux gens, effectivement, en tant que manager, et que tu n'es plus dans le contrôle, tu peux te poser la question de à quoi tu sers. Quoi. J'ai pas le même pouvoir, j'ai pas la même influence. Comment je retrouve de l'utilité? Et je crois que justement, les managers, c'est des gens qui sont profondément humains et qui sont attachés à faire en sorte que les autres réussissent, que leurs équipes grandissent, progressent. Et je pense que leur rôle, il est tellement crucial à distance de connecter les gens entre eux pour avoir ces temps informels, pour pouvoir reprendre plaisir à se connecter les uns aux autres et à faire en sorte de créer des rituels, des moments, des temps d'échange qui font diffuser l'information, qui font que c'est plus fluide, que c'est plus efficace, que c'est plus productif. Ouais, justement, j'aime bien cette notion de connecteur. Je crois que c'est toi qui me parlais du bouquin Manager 3.0. Ouais, le connecteur, c'est mon côté Nokia Connecting People qui est resté, je crois. Rester dans la tech digitale. Il y a ça, et puis ça me fait penser pas mal au fait, du coup, à Reinventing Organization de Laloux. Donc un livre qui est vraiment pas mal et qui vient étudier toute cette évolution de l'organisation depuis les siècles, les débuts presque de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, et on voit à quel point on tend vers cette société, vers ces organisations qui sont beaucoup plus dans la connexion, moins dans ce rapport hiérarchique qui a longtemps été pyramidal, mais plus dans cette organisation qui serait presque horizontale,
et dans lequel on va avoir de l'échange et du partage entre les uns et les autres, sans forcément qu'il y en ait un qui soit plus dominant que l'autre. Donc une référence pareil qu'on pourra vous partager à la suite de ce webinaire. Et si notamment vous avez des questions, n'hésitez toujours pas à les poser, hein, on sera un plaisir d'y répondre avec Mathieu. Donc oui, effectivement, moi pour rebondir aussi sur ce côté de manager, en interne on en a beaucoup qui sont venus nous voir, moins pour ce côté de j'ai du mal à leur laisser de l'autonomie, mais plus sur le côté j'aimerais les engager davantage, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'engagement, faire en sorte qu'on se retrouve plus, parce qu'avant ils avaient pas mal l'habitude de se rencontrer des temps informels, ils avaient l'occasion de passer en agence, de discuter, d'échanger. C'est beaucoup plus facile de prendre 5 minutes à la machine à café et de parler d'un projet ou d'un sujet, qu'aujourd'hui de demander de prendre un appel, de caler dans l'agenda, ce genre de choses. Aujourd'hui, tout bêtement, comment la machine à café elle est remplacée? Est-ce que toi, tu as trouvé un moyen pour remplacer la machine à café? Ouais, carrément. J'ai une petite communauté avec qui je travaille, qui sont une partie des clients que j'ai accompagnés sur le fait de se former aux outils digitaux, notamment sur Mural. Et tous les mercredis matins, on a un petit déjeuner. Ah, sympa ça. Et ouais, alors je ne paye pas les croissants et je les envoie pas par la poste, malheureusement. Non. Mais je vais travailler sur un événement sur le sujet de l'unboxing et du rapport aux autres sens que le visuel dans les temps collectifs. Comment je peux partager une expérience qui va faire que je vais sentir l'odeur des croissants, justement, du café, mais collectivement à distance. Génial. Donc ouais, j'ai perdu la question du coup. Non, mais c'est plutôt comment tu as pu remplacer la machine à café, mais tu y as répondu partiellement déjà. C'est effectivement, je crois que on a cette fausse croyance de se dire temps informel égale hasard, égale impromptu. Mais je pense qu'on peut les fabriquer en soi, en fait. Si on prend le temps de se dire, ok, on a un rituel dans lequel on va juste prendre plaisir à faire des choses ensemble. Je ne compte plus le nombre de boîtes qui travaillent complètement en remote, qui se disent, bah, le vendredi après-midi, c'est temps libre, on va faire des jeux de société en ligne, on va assister à un spectacle en ligne, on va faire des choses qui sont juste du pur fun, juste pour pouvoir prendre plaisir à échanger de manière informelle. Ed Catmull, dans son livre Creativity Inc., qui raconte sa vie quand il était en charge de Pixar, raconte à quel point pour stimuler la créativité et les connexions entre les différentes équipes chez Pixar, ils avaient la possibilité d'avoir des workshops de yoga, des cours de peinture, de calligraphie, etc., où tu avais tous les différents corps de métier, les différentes équipes qui se connectaient. Pourquoi ne pas recréer ces moments-là informels à distance? Et en soi, c'est même plus simple. Vous pouvez très bien booker n'importe quel artiste, live performer, plus avoir de problèmes de catering, de logistique, etc., des coûts réduits. Donc ces temps-là, on peut les créer pour faire en sorte qu'à l'intérieur, il y ait des choses impromptues, du hasard, des connexions qui s'opèrent. Complètement. Justement, je rebondis sur le yoga parce que pendant le confinement, le premier confinement en tout cas, on a organisé des sessions yoga, animées en partie par Marie, qui fait partie de l'équipe, qui est notre yogiste, mais aussi par Cécile Delattre, qui fait partie du réseau Randstad. Donc voilà, et effectivement, c'était un rendez-vous qu'on avait calé quasi quotidiennement. Donc il y avait autant de la méditation que du yoga, et c'est vrai qu'on a senti que ça faisait du bien. Parce que c'est les retours qu'on a reçus. Ça fait plaisir d'assister à ces moments-là. Ça nous fait sortir du quotidien, et surtout pour les personnes isolées. Typiquement, premier confinement, en plus, on était complètement confinés chez nous. Donc voilà, je pense que les temps comme ça, c'est important. Je rebondis aussi du coup sur les questions qu'on a pu recevoir dans les commentaires. Alors, on a par exemple comme question comment collaborer avec des gens qu'on n'aime pas. Ça, c'est une bonne question. Comment on collabore avec des personnes qu'on n'aime pas? Le gros problème. Je pense qu'il y a on peut pas. Il y a un très bon livre qui s'appelle Negotiating with Your Enemy, je crois. Je retrouverai la ref, je vous l'enverrai, qui explique de ça. Et je pense que c'est pas nécessaire en soi. Comment ne pas le rendre nécessaire? C'est par le fait que le groupe définisse par lui-même des règles. Si moi, en tant que facilitateur, je dis les règles, c'est ça, vous avez le choix de les accepter ou pas.
Par contre, si c'est un effort collectif de dire nos règles, c'est ça, et on s'engage à les respecter, ça sera beaucoup plus facile de ramener quelqu'un dans le droit chemin de ce qu'il a cité au préalable, de dire on avait dit que on se tapait pas pendant cette réunion. Mais ça paraît un peu simple comme ça, mais c'est beaucoup plus difficile de dépasser un engagement qu'on a reconnu socialement que quelque chose qu'on vous impose. Donc, collaborer avec des gens qu'on n'aime pas, c'est possible si on se met des règles, un cadre qu'on s'autorise tous à prendre en considération. Après, c'est aussi le rôle d'un facilitateur de gérer les problématiques de comportement, d'ego, etc. Moi, ça m'est jamais arrivé de devoir dire à quelqu'un tu es trop négatif ou tu sors de là, ça suffit. C'est vraiment, ça m'est jamais arrivé parce que on est humain et on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Ouais, et puis il y a toujours ce côté d'adaptation aussi, je pense, au groupe. Et justement, ça permet aussi de répondre à la deuxième question qu'on a reçue, qui est comment collaborer avec quelqu'un qui monopolise la parole. Ouais. Je pense qu'il y a des petites techniques là-dessus. Ouais. Il y a des petites techniques, effectivement, de dire, OK, de le faire remarquer de manière non agressive et de demander peut-être à quelqu'un d'autre de résumer ce qui vient d'être dit et de demander à la personne qui vient de s'exprimer si ça résume bien, si ça fait bien la synthèse pour pouvoir couper le débat et de pouvoir avancer. Parce que vous pouvez avoir des débats qui vont être infinis. Et en plus, en France, on a cette culture où on aime argumenter, on aime débattre. Et c'est bien, je trouve ça super chouette qu'on ait cette possibilité, tu vois, de débattre. Ça ne veut pas dire qu'on est en conflit, il faut qu'il y ait du débat, de l'échange. Ça nourrit toujours la réflexion. Sinon, c'est pas intéressant. Mais ouais. Et nous, justement, on a un outil qui s'appelle Langage des signes, qui nous permet à chaque fois de recadrer si besoin. Alors, on ne fait pas de signes de mort, mais en fait, on a un qui s'appelle le Hamel Bent, qui est assez marrant, qui nous permet de stopper les gens. Donc, on demande aux personnes qui sont en caméra si elles ressentent le besoin de calmer la tension, de faire en sorte qu'une personne s'arrête de parler, de lever le poing, en fait. Donc, le poing levé, doigt Hamel Bent, tout simplement. Donc, c'est des petits. En fait, c'est assez marrant, du coup, c'est ludique. Et ça permet d'intégrer. Ouais, ça dédramatise. Exactement, ça dédramatise pas mal la situation. Très bien. Bah écoute, justement, on a une question et je pense qu'on va pouvoir y répondre par notre démonstration. Ouais. Une question qui vient, et quel type d'environnement informatique ou d'écosystème mettez-vous en place pour co-créer des environnements nourriciers et joyeux au niveau humain? Ben, écoutez, c'est une parfaite transition parce qu'on va tout de suite vous présenter, donc vous allez voir afficher à l'écran un tableau Mural. Donc Mural, c'est un outil que va vous présenter Mathieu, qui l'utilise assez régulièrement. Alors, pour le coup, nous on utilise Klaxoon chez Randstad, mais vous verrez pour les Randstadiens que c'est pas très dépaysant. En fait, c'est tout simplement un tableau blanc qui permet de déposer des post-it et de travailler de manière collaborative. Absolument. L'idée, c'est de dire comment je fais pour collaborer. Effectivement, un Zoom, ça peut être un peu limite. Quelqu'un partage un fichier Excel, on voit pas bien, c'est compliqué, il n'y a qu'une seule personne qui tape, les autres sont un peu en mode relax et attendre que ça se passe. L'idée des tableaux blancs, c'est exactement la même chose qu'en présentiel. On peut imaginer que là, on est un paperboard avec des post-it. Et je n'ai pas totalement abandonné les post-it physiques, et de simplement pouvoir collaborer et communiquer à travers ce médium-là. Donc c'est vraiment une feuille blanche au départ et vous pouvez coller vos post-it. Donc là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est donc Mural, Klaxoon, Miro, peut-être certains connaissent ça aussi. C'est un tableau blanc dans lequel on peut coller des post-it. Les deux choses que vous avez besoin de faire comprendre à vos participants quand vous travaillez là-dessus, parce qu'on peut se dire, oh là là, encore un outil supplémentaire, ça va être compliqué. Et ma maman, qui me demande de réinstaller son imprimante, fait du Mural. Donc si elle y arrive, vous devriez pouvoir y arriver. C'est vraiment super simple. L'idée, c'est de se dire deux fonctionnalités à bien comprendre. C'est je peux zoomer ou dézoomer. Et là, vous voyez que on voit tout partie du Mural avec quelques consignes. Là, c'est la partie onboarding dans laquelle je propose aux gens en préambule de l'atelier de pouvoir tester l'outil, se familiariser un petit peu avec. Donc, hyper important d'avoir cette phase pédagogique toujours en amont. Si je peux déléguer
l'onboarding à mes participants et de les déstresser en amont, peut-être que j'ai pas 100% de participation, mais c'est pas grave. Si j'ai 20% de gens qui sont vraiment en grande difficulté ou qui sont très inquiets par rapport à ça, bah, ça va les rassurer sur leur capacité à pouvoir échanger et à produire. Donc, se déplacer, c'est relativement simple, on le fait comme ça. Il suffit de bouger avec sa souris ou avec son trackpad. Et puis la deuxième fonctionnalité qu'on demande aux participants, c'est ce que je fais là, hop, c'est de créer un post-it et de rentrer du texte dedans. Et une fois que vous avez expliqué ça, c'est terminé. Vous n'avez pas besoin de beaucoup plus pour faire un brainstorming, pour échanger, pour produire du contenu ensemble. Et on voit là qu'il y a quelqu'un qui écrit coucou. Donc, c'est vraiment ultra accessible et j'aime beaucoup Mural parce qu'il n'y a pas besoin de s'authentifier, pas besoin de se connecter. Mais Klaxoon et Miro font exactement la même chose. Donc, pas de préférence particulière là-dessus. Le petit coucou, effectivement, je sais que moi, ça me fait toujours plaisir quand je vois des personnes qui sont complètement nouvelles sur l'outil, entre guillemets, et qui commencent à prendre en fait en main, à le prendre en main, et qui tout de suite en fait veulent s'amuser et directement vont déposer des post-it, vont échanger. Une fois que la personne a saisi l'intérêt, l'utilité, la manière dont ça fonctionne, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne soit pas dans la participation et la collaboration. Alors là, je vous montre un truc. En fait, il y a eu des petits chanceux qui ont eu accès au mural et qui sont connectés. Vous voyez, vous avez des petits animaux. Donc ça, c'est une manière de garantir l'anonymat de vos participants, par exemple, pour faciliter les échanges. Et c'est quelque chose que je fais toujours, un mur d'humeur, un mood board, pour savoir dans quel comment vont les gens avant de commencer. Peut-être que tu as passé une très mauvaise journée, que tu as eu des nouvelles difficiles avant d'arriver à cette réunion, et c'est important pour moi en tant que facilitateur de faire un check-up avant. Et puis aussi de le faire à la sortie de l'atelier, parce que peut-être qu'il y a eu des frustrations ou des choses qui n'ont pas pu être échangées, et j'ai besoin de le savoir avant de libérer les gens et de savoir si c'est OK ou pas. Et de pouvoir entamer un échange à ce moment-là ou a posteriori. Donc, c'est très simple, il suffit de prendre une petite gommette et de la mettre sur le personnage qui représente le mieux ton humeur, et comme ça, tu vois un petit peu quelle est l'ambiance avant de pouvoir démarrer. Et justement, tous ces outils, toutes ces techniques que vous présente actuellement Mathieu, vous pourrez en retrouver une partie sur le carnet du Polino. Comme vous le savez, hein, à chaque webinar, on vous propose un carnet qui vous accompagne avec des méthodologies, des outils, de la pédagogie sur le sujet. Et donc, vous le retrouverez sur le site ressources du groupe Randstad juste après le webinar. Voilà. C'était le petit instant pub, le temps que tu passes à la suite, Mathieu. Top. Alors, il y a un truc dont on a parlé et qui est vraiment super fondamental pour moi, c'est ce moment informel. Avant de rentrer dans le dur du sujet qui nous occupe, même si je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, on n'a plus ce temps de machine à café. Donc, il faut pouvoir le recréer et il faut pouvoir se mettre, comme je disais, au diapason les uns des autres. Donc, icebreaker. Un icebreaker, pour moi, c'est vraiment ce truc qui va permettre deux choses. De mettre le groupe en mouvement, d'aligner tout le monde, et aussi, éventuellement, par rapport à ce que j'attends des participants, en termes de comportement, de les préparer à ça. De faire un jeu. Parce que le jeu, on a le droit de se tromper. Donc, c'est OK de ne pas donner la bonne réponse. Et ça va être très rassurant. Donc, en fonction de ce que j'ai besoin, est-ce que j'ai besoin de créativité, est-ce que j'ai besoin que les gens apprennent une procédure, est-ce que j'ai besoin qu'ils soient dans un état d'esprit spécifique, je vais choisir un icebreaker spécifique. Et donc là, je vous ai choisi de faire un pierre-feuille-ciseau. Ah, génial. Alors, je l'ai créé juste avant, donc je ne sais pas du tout si ça va marcher. L'idée, c'est... peut-être, Marie, tu peux prendre le premier post-it en haut à gauche, en bleu, et moi, je vais prendre le rose, là, que je fais bouger. Je ne sais pas si je vais réussir. J'utilise une tablette. Voici. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut adapter effectivement pas mal d'outils, pas mal d'exercices, d'activités ludiques d'Icebreaker sur ce type de format, voilà, de tableau blanc. Ouais. Et justement, enfin, je vous en présente peut-être après, sauf si tu veux enchaîner, mais on a pas mal de bouquins, notamment voilà, le 121 outils pour développer le collaboratif de Jean-Christophe Messina, qu'on utilise pas mal, qui nous a pas mal inspiré dans l'adaptation de ces jeux à distance. Ouais, il y en a une tonne, il y en a vraiment une tonne. L'idée, c'est après de pouvoir aller piocher à gauche, à droite et de vraiment prendre quelque chose qui va permettre de faire ça. Donc Marie, si tu es prête, je te propose, on va compter jusqu'à 3, et à 3, donc tu fais un copier-coller, un copier de ce que tu veux, pierre, feuille, ciseaux, et moi je fais
la même chose. Et à 3, on colle dans l'arène notre symbole et on voit qui c'est qui va gagner. Allez, je fais le décompte. Vas-y, Allez, comme ça, il n'y aura 3, pas de triche. 3, 2, 1. Ah, ça n'a pas loupé. Et Ah. du coup, qui a gagné? Eh ben, c'est la pierre. Ah bah c'est la pierre. Bah, donc, Marie, tu as perdu. Et on pourrait faire deux, trois rounds comme ça. C'est rigolo, ça va vite. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que pour moi, ça a deux avantages. Le premier, c'est de permettre aux gens de prendre en main l'outil, de manipuler, de faire un copier-coller, de se dire ah ok, ça va, c'est pas si compliqué que ça, j'y arrive ou j'y arrive pas, mais je vois que les autres y arrivent et je vois la mécanique. Et la deuxième chose, c'est de le répéter plusieurs fois, de faire peut-être 3, 4 rounds, de peut-être faire un mini tournoi pour qu'il y ait un peu de compétition, pour que les gens rentrent dans un apprentissage procédural. Parce que derrière, je vais leur demander de produire des idées et de faire quelque chose qui va être très, très, très rythmé. Donc, si je mets beaucoup de rythme dans mon icebreaker, beaucoup d'énergie dans mon icebreaker, parce que derrière, je vais demander aux gens peut-être de se positionner pour faire des choix sur 40 questions à la suite en 40 minutes, il faut avoir un rythme qui soit impeccable et où, quand on lance un timer, les gens se disent ok, je rentre mon post-it, donc je le colle. Je rentre mon post-it, donc je le colle. Donc, ça serait ce genre d'icebreaker que j'utiliserais si j'avais des grosses listes de questions à poser pour faire des décisions très très rapides. Du coup, le choix de l'icebreaker est hyper décisif en fonction de la suite de l'atelier, de la dynamique que tu veux donner. Totalement, ouais, clairement. Et donc, à côté, si vous voulez, après, Marie, puis les autres participants, ceux qui sont déjà sur le mural, vous voyez, vous avez une petite matrice de post-it. C'est pareil, c'est un petit truc, gagner du temps, fabriquer directement les post-it vierges pour que les gens n'aient pas besoin de le faire. Ça gagne quelques microsecondes, mais ça permet d'être encore plus efficace. Et puis c'est rassurant aussi pour les gens de se dire, je ne sais pas si je suis au bon endroit ou pas, de pouvoir restructurer l'information parce que là, moi, je l'ai sur une tablette, j'ai peut-être pas beaucoup de pixels, peut-être que les gens chez eux, ils ont un tout petit espace ou un tout petit écran, et puis d'autres, ils ont quelque chose de plus grand. C'est important de se dire, ok, tout le monde n'est pas forcément au même niveau, est-ce que tout le monde voit la même chose? Tout le monde est au même endroit. Et donc, il faut rassurer les gens là-dessus et avoir une navigation qui soit facile, accessible, fluide. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, mes murales sont très linéaires et vont souvent de gauche à droite parce que c'est la manière la plus logique qu'on a de lire un livre, en tout cas en Occident, pour participer. Et on voit que là, les gens, ils commencent à... il y a quelqu'un qui challenge sur le pierre feuille ciseaux. Je cherche le puits. Et ce qui est assez cool aussi là-dedans, c'est que tout le monde voit les idées, tout le monde très rapidement, très, très, très efficacement. C'est ce que je disais juste avant cette session. Moi, je n'ai plus de temps de post-production après un atelier. Je passe pas du temps à recopier mes post-it ou à les retranscrire. En plus, je suis nul là-dedans. Je n'ai pas fait Champollion deuxième langue. Du coup, pas médecin. Non, je suis nul. Mais ça, c'est assez cool parce que ça donne une structure et un cadre qui est tout de suite très efficace et qui permet une visibilité et une compréhension. Bah justement, est-ce qu'on pourrait peut-être zoomer davantage peut-être sur les post-it pour voir ce qui est écrit dessus? Ah ouais, carrément. La question, c'était que s'est-il passé, qu'observez-vous du moment de l'icebreaker, avec quoi vous repartez de cela? C'était rapide et fun, il y a un petit effet de compétition et qu'on avait quelqu'un qui cherchait le puits. Et justement, une question qui nous remonte en commentaire, effectivement, tu disais juste avant, tu as plus de post-production, peut-être que ça répond en partie à la question, mais en quoi le passage à cet outil est plus pertinent que des jeux d'interactivité visuelle ou orale? Pourquoi passer par Mural, Klaxoon, Miro? C'est plus pertinent que voilà, juste de se voir par caméra et faire un jeu. Alors, l'avantage, c'est que les Américains, ils appellent ça le work alone together mode. C'est-à-dire, tout le monde exprime ses idées au même endroit, produit du contenu. Si vous avez quelqu'un en présentiel qui a de l'éloquence, qui a de l'autorité, du pouvoir, qui va prendre la parole pendant 15 minutes pour faire un speech, pour expliquer son point, qui est peut-être pas fondé, eh ben, ça fait qu'il y a une seule personne qui s'exprime. Là, une phase d'idéation, moi, elle est beaucoup plus rapide. On passe pas 10 minutes à faire de l'idéation, on passe 5 minutes, on a un premier jet d'idées,
on rebondit là-dessus, et là, on a le temps d'avoir une discussion. Mais on part avec du contenu, avec des gens qui ont exprimé leur point de vue, leur opinion. Et si vous ne produisez pas, ça va se voir. Et donc, vous avez besoin d'amener quelque chose à la table pour pouvoir vous exprimer. Et ça, c'est carrément intéressant parce que les gens qui ont moins de pouvoir, moins de responsabilité ou qui sont moins légitimes à prendre la parole à l'oral, en présentiel, ben, à distance, vont pouvoir amener beaucoup plus de choses. On sait que les introvertis ont besoin de beaucoup plus de temps de réflexion pour amener leurs idées. Et avoir cette temporalité, ce précédent, avant d'engager une discussion, bah, c'est super jouissif pour moi parce qu'on va chercher de la créativité et de la diversité qu'on avait un peu perdu ou qui était plus difficilement accessible. Là, il fallait vraiment avoir des techniques et un niveau en termes de facilitateur qui soit très très bon pour gérer ça, pour gérer les égos, pour gérer les différences comportementales. Et le digital permet ça beaucoup. C'est effectivement beaucoup plus accessible. Voilà. Après, je vous montre, parce que là, on a la partie idéation. En intelligence collective, il y a toujours ces trois grandes phases. De dire phase de divergence, on cherche des idées, on en exprime un maximum. Une phase d'émergence dans laquelle on va avoir du débat, de l'échange, on va rebondir, ton idée va en amener une autre, je vais la fusionner avec quelque chose. Et puis après, une phase de décision, une phase de convergence dans laquelle il faut faire un choix, il faut avancer. Le diamant, effectivement. Ouais. On l'appelle comme ça, on l'appelle souvent le double diamant au Polino. Ouais, on avait même ce petit geste gestuel qu'on présentait souvent au début, un peu comme une sorte de poisson. Clairement, les gens dans la rue se reconnaissent en ça. C'est ça. Donc la phase de convergence, c'est pareil pour moi, c'est une phase qui s'est accélérée avec ces outils-là parce que là, je pourrais, par exemple, sur une matrice de tri, dire ok, on va lire les idées de tout le monde et puis on va les placer comme ça au fur et à mesure et puis on va sélectionner les meilleures idées. Avant, ce qu'on aurait fait en présentiel, c'était tout le monde prend ses post-it, tout le monde les lit pour que tout le monde ait le même niveau de compréhension. Et s'il y a besoin d'expliciter, on explicite. Ça prend du temps. Le problème, c'est que si on fait ça, on va passer un temps qui est équitable, qui est égal, plutôt égal, sur des idées qui ont peu de valeur et qui sont reconnues par tous comme ayant peu de valeur par rapport à des idées où il y a besoin d'avoir du débat. Donc, moi, sur ces phases de priorisation, je demande aux gens de s'autonomiser et de classer eux-mêmes les post-it, même si ce n'est pas leur post-it, mais d'avoir leur point de vue et de dire, moi, ce post-it, je le verrai bien là. Une fois qu'on a fait ça, on ouvre le débat et on dit à tout le monde, regardez, et si le post-it qui est au milieu, là, vous considérez que ce n'est pas sa place et que vous voulez le repositionner, le mettre plus haut, eh bien, exprimez-vous et on en parle. Et là, on ouvre un débat. Et là, il y a un échange qui a un niveau de qualité qui est supérieur. Et on a du temps, on a plus de temps pour le faire. Et enfin, quand j'ai réussi à faire sortir ça, et là, j'ai très peu de post-it, mais on peut avoir 80, 100 post-it sur une matrice comme ça, et on arrive à le prioriser en 15 minutes. L'idée, c'est de se dire, là, on a un top 3, et bien, discutons du top 3. Et c'est beaucoup plus intéressant de discuter juste de ce top 3-là pendant 20 minutes, que de passer 20 minutes à avoir listé tous les post-it. C'est clair. Du coup, c'est vraiment un outil qui nous permet de refaire un peu comme avant, en fait, c'est-à-dire en présentiel, où on avait cette priorisation des post-it sur les murs. Donc, si on devait résumer un peu c'est ce qu'on peut faire à distance via ce tableau blanc, donc toujours avoir un icebreaker, ou en tout cas un temps qui permet de briser la glace, de remettre en place cet informel, voilà, un peu se confronter à la dynamique du groupe, se connecter. Une deuxième étape où ça va être plutôt de la génération d'idées, et puis après une phase souvent de sélection, de priorisation, où là ça va vraiment laisser place à l'échange. Top. Ben écoute, j'espère que ça va donner envie à pas mal de personnes de tenter l'aventure, soit murale, soit Claxon, en tout cas des outils à distance comme ça qui permettent de générer des idées et d'échanger. Je pense que tu as vraiment beaucoup apporté aujourd'hui, donc merci beaucoup Mathieu. Merci de m'avoir invité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je crois qu'on a encore un tout petit peu de temps. Juste avant de prendre les questions, ça vous laisse le temps de les formuler dans le chat et qu'on nous les remonte. Deux choses. La première, c'est moi, ça m'intéresse d'avoir votre feedback sur savoir si cette session elle était bien, si elle vous a apporté des choses. Donc, il y a un petit bit.ly
qu'on va vous communiquer dans le chat, là, qui est bit.ly/c'était bien. C'est aussi, je pense, une bonne pratique à avoir quand on travaille avec un produit ou avec des gens, d'avoir du feedback pour savoir quoi améliorer. Et j'essaie d'être toujours dans cet objectif-là pour amener encore plus de valeur la prochaine fois. Donc j'espère que ça vous servira. Et en plus, à la fin de ce petit questionnaire, j'ai prévu de vous partager mes moodboards préférés. Donc les murs d'images que vous pourrez utiliser indépendamment de Mural ou n'importe quel outil. Mais vous savez, la petite image avec les petits personnages, bah, vous pourrez aller la télécharger pour l'utiliser pour votre prochaine réunion, prendre un peu la température. Du coup, autant vous dire que vous allez être pas mal fourni en outils et en kits. Donc, pour rappel, hein, vous retrouverez sur ressources, juste après le webinar, le petit carnet du pôle innovation, donc sur la collaboration à distance, dans lequel vous allez avoir de la pédagogie, des outils, des méthodes. Vous allez avoir aussi à disposition le petit questionnaire de Mathieu, ainsi que les outils template que vous pourrez retrouver. Et puis, bien évidemment, on partagera toutes les références de bouquins qu'on a pu avoir et évoquer aujourd'hui avec Mathieu. Je pense qu'on a répondu pas mal aux questions au fil du webinaire. Si vraiment il y en a une qui passe, n'hésitez pas. Mais je pense qu'on arrive à la fin de cette session. Top. Bah, écoute, merci beaucoup Mathieu. Je te remercie toi. Je remercie toutes les personnes aussi qui ont pu assister au webinaire et qui ont participé, qui ont pu contribuer aux réflexions. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Prenez soin de vous. Et on vous dit à la prochaine. Au revoir.